Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo de comprendre le SSL. Donc dans cette vidéo, on va parler d'un élément extrêmement important lorsqu'on fait du HTTPS, c'est les certificats. Donc pour bien commencer déjà, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu précédemment. Dans le cryptage asymétrique, nous avons vu comment on peut utiliser les clés privées et publiques afin de pouvoir sécuriser nos échanges. Ainsi, une clé privée va permettre de coder un message qui pourra être lu avec une clé publique correspondante. De même, quand on encrypte avec une clé publique, on va pouvoir décrypter avec la clé privée correspondante. Ainsi, si on veut sécuriser un échange, par exemple Alice veut discuter avec Bob, dans ce cas, Alice va d'abord encrypter son message avec la clé publique de Bob. Ensuite, elle va ainsi crypter son message avec sa clé privée à elle. Ainsi, en fait, elle s'assure que seul Bob pourra le lire, parce que normalement, il n'y a que Bob qui est capable de décrypter un message crypté avec sa clé publique. Et de même, Bob sera capable, avec la clé d'Alice, de décrypter le message, puisque normalement, Alice a crypté avec sa clé privée que seule elle est en mesure de connaître. Du coup, ça prouve bien que c'est Alice qui a bel et bien envoyé le message. Du coup, là, Alice va envoyer son message à Bob, et Bob va faire exactement ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire que d'abord, il va décrypter le message avec la clé publique de Alice, et ensuite, il va décrypter le message avec sa propre clé privée. Et là, le message est en clair. Où est le problème de sécurité? Des idées? Vous n'en voyez pas? Pour vous, ça vous semble parfait? C'est super sécurisé? C'est sûr, il n'y a aucun problème? Eh bien, je suis désolé si vous pensez ça, mais malheureusement, c'est faux. Il y a un problème important qui est le passage des clés publiques. En effet, là c'est très bien, on est parti du principe que Alice connaît la clé de Bob et que Bob a la clé de Alice. Mais en fait, il y a un échange entre les deux. Chacun gère ce qu'on appelle un trousseau de clés. Et en réalité, à un moment, Bob a demandé à Alice quelle est sa clé publique. Et d'un même côté, Alice a demandé à Bob quelle est sa clé publique. En outre, quand il y a un changement de clé, évidemment, Alice va le notifier à Bob et Bob va télécharger sa nouvelle clé. Et c'est ainsi que l'on gère son trousseau de clés. Seul problème, c'est que là, il y a un petit problème, un risque qu'on appelle le risque donc, du man in the middle, donc l'homme au milieu. En gros, Alice souhaite discuter à Bob de manière sécurisée. Sauf que il y a un petit bonhomme, un hacker, on ne sait pas quoi, qui se ramène et qui dit à Alice, coucou, c'est moi Bob, tiens, prends ma clé publique. Alice, elle dit, il y a Bob, il m'envoie une clé publique, donc ok, je mets Bob, je prends sa nouvelle clé publique. Et de même, ce personnage va envoyer un message à Bob en lui disant, coucou, c'est moi Alice, tiens, je t'envoie ma clé publique. Lui, le hacker ou l'homme en noir, on ne sait pas trop ce qu'il veut, il va continuer à se faire passer respectivement pour Bob et respectivement pour Alice. Du coup, Alice, quand elle va vouloir écrire à Bob, elle va crypter ce message avec cette clé publique que elle croit être celle de Bob, alors qu'en réalité c'est celle de notre personnage tiers. Et quand elle va l'envoyer, ce personnage-là sera en mesure de la lire avec sa clé privée. En outre, le message qui sera envoyé, lui, il pourra le crypter avec sa clé privée et pourra le renvoyer à Bob, qui sera en mesure de décrypter avec la clé publique de Alice, ou du moins celle qui croit être publique, et du coup il va croire de manière sûre que c'est Alice qui lui a envoyé ça, alors qu'en réalité c'est notre homme. Du coup le message au final, il sera bel et bien transmis de Alice à Bob, et il sera encrypté entre les différentes personnes, mais lui, il pourra lire en clair. Eux, ils ne verront rien, pour eux ça sera entièrement transparent. Et ils vont bien croire que le message vient bien de Alice et de Bob. Sauf qu'entre-temps, au milieu, d'où le nom de l'homme au milieu, il y a cette personne qui en réalité prend les messages, l'ouvre, il le regarde, derrière il peut faire des copies, il peut
faire des recherches de mots-clés, hein, il peut faire plein de choses. Puis au final, il referme l'enveloppe et il l'envoie à Bob. Donc on pourrait croire que c'est sécurisé, mais au final, pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'au final, il y a un échange de clés qui doit se faire, et cet échange-là, il n'est pas forcément sécurisé. Du coup, on a voulu rendre cet échange de clés sécurisé. Donc c'est-à-dire qu'on va vouloir donner notre clé publique, et on veut que on soit sûr que la clé publique que l'on reçoit, ce soit bien la personne qui prétend être, qui l'est. En gros, c'est-à-dire que quand je vais envoyer, quand il y a une personne ici, par exemple notre roman noir qui va dire « c'est moi Bob, prends ma clé », Alice, elle va prendre la clé et elle va dire « mais est-ce que c'est bien Bob qui me l'a envoyé ?» Et comment est-ce qu'elle va déterminer ça? Elle va le déterminer grâce à, allez je vous le donne en mille, le certificat. Donc les certificats, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas compliqué, c'est tout simplement un fichier, rien de plus compliqué, avec un formalisme particulier, qui a différentes informations. Donc elle a un numéro de série, c'est en gros ce qui lui sert d'identifiant. Il va lui demander quelques renseignements sur l'organisme qui possède la clé. Donc en l'occurrence, moi, si ça serait moi, ça serait Yann Bidon. Si c'est une entreprise, ça sera le nom de l'entreprise. L'émetteur, c'est-à-dire qui est-ce qui assure, qui certifie que c'est bel et bien la personne qui détient la clé et c'est bien elle, c'est bien sa clé à elle. Il y a une date de validité. Alors pourquoi est-ce qu'on met une date de validité? En gros, par exemple, une date de validité, ça va être le certificat est valable pendant 1 an ou pendant 2 ans. On évite de mettre plus long. Alors vous allez me dire, mais pourquoi mettre une date de péremption? C'est complètement idiot. Et en fait, pas du tout. Le problème, c'est que tout ce certificat va être crypté, etc. Et le problème, c'est qu'il est toujours possible d'utiliser une technique qui est infaillible et qui s'appelle l'attaque par force brute. Sauf que le problème de l'attaque par force brute, c'est que ça peut être très long. Mais c'est infaillible. Hein. Vous testez toutes les combinaisons, si vous les laissez tourner pendant 10 000 ans, il arrivera à les faire. Et donc l'idée, en fait, c'est que au bout d'1 an, on va renouveler le certificat. Donc ainsi, en fait, il ne sera pas en mesure, il n'aura pas eu le temps de pouvoir décrypter le certificat parce qu'il est suffisamment sécurisé, le certificat, pour que même par force brute, il nous faut bien 1 an ou 2, en fait, même plus que ça, pour le décrypter. Donc, sachant qu'on l'aura changé entre-temps, eh bien, on sait que la technique par force brute ne va pas permettre de craquer le certificat. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on le fait. Sauf évidemment, si on a le hacker a de la chance, hein, ça se trouve, par force brute, il va pouvoir y arriver, mais là-dessus, on n'y peut rien. Donc ensuite, le certificat, il sert à quoi? Il sert à transmettre la clé publique de manière sécurisée. Donc, évidemment, il faut qu'il contienne la clé publique, ce qui paraît logique. Ensuite, l'objet, c'est-à-dire sur quoi il se réfère. Par exemple, là, c'est bien parce qu'on parle d'échange entre personnes, mais par exemple, si c'est un service comme par exemple Facebook, Facebook va dire l'objet, c'est facebook.com, puis les sous-domaines, puis le domaine rétréci fcbk.com et les sous-domaines du fcbk, etc., etc. Enfin bref, sur quoi porte le certificat. Et ensuite, nous avons une fonction de hachage et un condensat. Alors en fait, je vous explique, ça c'est pour vérifier l'intégrité de notre certificat, c'est qu'en fait, toutes les informations qui sont ici au plus haut, en fait, on va les hacher via une fonction, donc ça peut être du SHA-1, du MD5, n'importe quoi, et on va ici mettre par quelle fonction on a haché. Donc ici, par exemple, je vais mettre, écoute, on a fait du SHA-256. Et quand je vais envoyer ça, la personne, elle va prendre tout ce qui est au-dessus, et elle va utiliser la fonction de hachage qu'on lui a précisée, donc elle va obtenir un condensat, et elle va comparer le condensat avec celui qu'on a mis juste après, et normalement, s'ils sont égaux, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de modification, le certificat est intègre, donc il n'a pas été modifié. Donc là, vous allez me dire, ok, donc on distribue librement la clé publique. Du coup, techniquement, on distribue librement aussi le certificat, puisque le certificat, en gros, c'est ce qu'on va donner au lieu de la clé publique. En fait, au lieu de donner simplement la clé publique, je vais donner un certificat qui contient la clé publique et d'autres informations. Mais globalement, en fait, qu'est-ce qui empêche le hacker de copier le certificat et
et de tout simplement, comme il a copié la clé publique, copier le certificat et puis lui dire salut, c'est moi Bob, alors qu'en fait c'est pas lui. Et en réalité, ce qui est très important dans toutes ces informations, ce qui est le plus important, c'est l'émetteur. En fait, l'émetteur, c'est l'organisme qui va vérifier et qui va dire sur son honneur, il va vous mettre un coup de tampon, il va vous dire oui, ce certificat, cette clé-là, oui, c'est celle de Bob, je m'engage dessus, je suis prêt à tout mettre dessus, c'est Bob, ça a été vérifié, vous pouvez me faire confiance. Et donc ces organismes, c'est ce qu'on appelle des PKI, donc des Public Key Infrastructures, ou en français des infrastructures à clé publique. L'IETF, qui est un organisme qu'on va sûrement parler plus tard dans une vidéo de comprendre comment marche Internet, puisque c'est quand même, on va dire, c'est pas normalisé, ça quand même du IETF, mais c'est un organisme, un regroupement de personnes, de groupes, de tables de travail, qui est un élément important de la gouvernance d'Internet. IETF, c'est pour Internet Engineering Task Force. Et donc ce groupe-là a défini 4 catégories de PKI. On va dire plutôt 4 rôles, parce que j'aime pas trop le mot catégorie. On va dire 4 rôles qui peuvent être représentés par 4 PKI, soit par un PKI qui fait plein de rôles. C'est possible. Donc tout d'abord, le premier rôle d'un PKI, c'est l'autorité d'enregistrement, ce qu'on appelle l'AE. Donc moi je vais aller voir cette autorité. Bonjour. Écoutez, voilà, j'aimerais discuter de manière sécurisée avec Alice. J'aimerais donc lui donner ma clé publique. Et j'aimerais qu'on me certifie que cette clé publique vient bien de moi. Donc l'autorité, de son côté, elle va vous dire, bien sûr. Écoutez, donnez-moi votre nom, votre prénom. Donnez-moi votre clé publique et on va vous faire un certificat. Je prends votre demande en compte. En gros, c'est le guichet, l'autorité d'enregistrement. Elle va arriver, elle va prendre les informations et elle va vous remplir un papier en disant voilà, alors votre nom, votre prénom, votre clé publique, ok. Donc là vous avez le certificat. Maintenant on va le donner à un autre organisme qui s'appelle l'autorité de certification, qui lui va être le fameux organisme qui va vous mettre le coup de tampon. C'est l'organisme qui va vous dire je certifie, je signe ce certificat là que m'a donné l'autorité d'enregistrement, je certifie, c'est bien Bob qui l'a fait. Donc là, en fait, il y a différentes mesures. Ça peut être le téléphone, ils vont vous envoyer quelqu'un, ils vont vous demander une photocopie de votre carte d'identité, de la raison sociale de l'entreprise. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de contrôles qui peuvent être faits pour vérifier que c'est bien vous. Maintenant, il n'y a jamais eu de problème. Et donc, ils vont vérifier que cette clé publique que vous leur avez donnée, c'est bel et bien la vôtre. C'est bien vous qui leur avez donné, pas quelqu'un d'autre. À partir de là, donc il y a l'autorité de certification qui vous met le coup de tampon et qui vous dit « Ok, je peux certifier à qui me le demande que c'est bien vous. » Jusque-là, ça va. Ensuite, il y a une autre catégorie qui, elle, est l'autorité de dépôt. C'est en gros, c'est les stocks. On va prendre le certificat, on va le stocker là-bas. C'est l'entrepôt. C'est là où il y a tous les certificats et d'autres choses que l'on verra un petit peu plus tard. Et enfin, l'entité d'extrémité, que là encore on verra un petit peu plus tard, mais voilà. Voici les 4 rôles que peut avoir un PKI. Donc un PKI, ça peut être juste l'entité d'enregistrement, ça peut être juste l'entité de certification, ça peut être juste l'entrepôt, mais sachez qu'un PKI, ça peut être aussi l'autorité d'enregistrement et de certification et de dépôt et de l'entité d'extrémité en même temps. Ça peut être tout ça, ça peut englober. Donc après, ça dépend des différents organismes. Pour information, pour ceux que ça vous intéresse, les PKI principaux, c'est Comodo, Symantec. Pour ceux qui seront étonnés que ce soit Symantec, en fait, c'était anciennement VeriSign, mais VeriSign a vendu à Symantec son activité de PKI. Et DigiCert. Donc, globalement, c'est les gros PKI au monde. Continuons de voir comment cela se déroule. Donc globalement, les autorités de certification, comment ça marche? Quand Bob va envoyer sa clé à Alice, Alice va recevoir le certificat et il va dire j'ai un émetteur. Donc je vais contrôler
je vais demander à l'autorité de certification, est-ce que c'est bien Bob? L'autorité de certification, elle va me dire, bah oui, bien sûr que c'est Bob. Mais il y a un autre problème. Qu'est-ce qui me dit que l'autorité de certification, elle est fiable? Bon, je la connais pas, hein. C'est pas forcément sûr. Alors, en réalité, il faut savoir que des autorités de certification, on en a plein. Et donc, justement, bah, comment est-ce que je sais que c'est pas un mec derrière son ordinateur qui est en fait un hacker, ou alors la NSA, des services secrets, enfin un truc pas du tout fiable? Non, moi j'ai pas confiance en l'autorité de certification. Comment est-ce que je peux avoir confiance en l'autorité de certification? Eh ben, en réalité, l'autorité de certification est elle-même certifiée par une autre autorité de certification. Et ça peut continuer pendant plein de chaînes, hein, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une chaîne de confiance. Et en fait, ça va s'arrêter par ce que l'on appelle une autorité de certification racine. Globalement, en fait, on va dire, c'est la fin, parce que de toute façon, on ne peut pas continuer la boucle de manière continue, infinie. Il y a bien un moment où il faut qu'on s'arrête. Et en fait, ces autorités de certification racine, c'est des grands noms. C'est vraiment un organisme où on dit, ok, celui-là, on est sûr que bah, il est fiable et que tous ceux qui sont certifiés par lui sont fiables. Donc l'autorité de certification racine, bah, c'est notamment bah, les 3 PKI que je vous ai dit. En fait, c'est pas juste des autorités de certification, Komodo, Symantec et DigiCert. C'est pas juste en fait des autorités de certification, c'est carrément des autorités de certification racine. Eux, en fait, ils sont en relation permanente avec les comment est-ce qu'on appelle ça, les navigateurs, que ce soit Chrome, que ce soit Internet Explorer, que ce soit Firefox. Ils sont en relation avec eux. Et en fait, dès le départ, dès que vous installez vos navigateurs, automatiquement, ils sont configurés de telle sorte que, quoi qu'il arrive, quand c'est signé par ces autorités-là, ça veut dire que c'est fiable. Voilà, tout simplement. Quand Alice va aller voir Bob, Bob va lui dire, bah écoute, regarde, c'est bien moi, je suis certifié par un organisme de certification. L'organisme de certification, il va dire, ah si, moi, vous pouvez me faire confiance, je suis certifié par machin truc. Alice, elle va aller voir machin truc, elle va faire, ah vous pouvez faire confiance à l'autorité, moi-même, je suis certifié par une autorité de certification, et on va monter comme ça dans les gestions jusqu'à ce qu'on nous dise finalement, bah écoutez, oui, moi, je suis une autorité de certification racine, donc de base, vous pouvez me faire confiance, et je peux vous dire que eux sont fiables. Et ainsi, en redescendant l'échelle, l'autorité racine va me dire, bah, elle est fiable, donc du coup, si elle est fiable, elle est fiable pour dire que lui est fiable, du coup, lui, il est fiable pour dire que Bob, c'est bien Bob. C'est ce qu'on appelle, voilà, la chaîne de confiance. Alors vous allez me dire, on peut toujours remettre en cause l'autorité de certification racine. Oui, on peut être complètement parano et remettre en cause Symantec, on peut remettre en cause Komodo, on peut remettre en cause DigiCert, mais il y a un moment, il faut bien qu'on s'arrête. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a un moment où il faut, voilà, on dit, ok, eux, ils sont fiables. Et du coup, eux, hein, je précise, les autorités de certification racine, ce sont les seuls qui sont autorisés à auto-signer leur certificat sans lancer d'alerte. Forcément, eux, comme c'est les plus hauts, en émetteur, ils vont mettre quoi? Bah, ils vont mettre eux, puisque au final, voilà, ils font ce que l'on appelle de l'auto-signer. Ils font un certificat auto-signé. Ils signent d'eux-mêmes. Il faut savoir que Bob peut très bien faire la même chose. Bob peut auto-signer son certificat. Le seul problème, c'est que du coup, c'est pas fiable. Quand vous allez en fait sur un serveur et que vous auto-signez votre propre certificat, normalement vous allez voir que peu importe votre navigateur, vous allez avoir une alerte, attention, site dangereux ou site peu sûr, certificat auto-signé, donc attention, c'est pas fiable. En tout cas, vous allez avoir des messages d'alerte comme ça que si vous avez ça pour Madame Michou, tout de suite elle ferme son navigateur, elle ne cherche même pas à comprendre. Alors que ça se trouve, en fait, vous pouvez être totalement fiable, simplement vous avez refusé parce que évidemment c'est payant. Le coût de tampon, il est payant, hein, oui. C'est pas anodin de prendre. Enfin, peut-être que, je sais. Il y en a qui le font gratuit, mais enfin après, moi tous ceux que je connais c'est payant en tout cas. On paye pour justement dire oui, c'est bien nous. En gros ici Bob il a payé l'autorité de certification pour qu'elle dise oui, c'est bien Bob. Et évidemment elle a payé
lui, et lui, il a payé elle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça que marche l'écosystème. Hein. Ils sont pas bénévoles, hein, ceux qui font l'autorité de certification. Il faut bien les payer à un moment. Bref. Et du coup, moi par exemple sur mon site, hein, vous pouvez y aller, vous tapez HTTPS, vous allez avoir une magnifique erreur. Un magnifique truc de warning en vous disant ah, oui, on a un certificat. Par contre, il a été signé par Yann Bidon, qui est le propriétaire du site. Pour Yann Bidon. Donc, est-ce que c'est fiable? Bah, non. Mais d'un autre côté, ça vous permet d'avoir une connexion sécurisée, puisque derrière, on va mettre en place du SSL, donc on va mettre de l'échange de clés. Mais au moins, je vous ai envoyé mon certificat, ce qui va permettre justement d'utiliser une connexion cryptée, donc utiliser du SSL. Mais derrière, vous n'êtes pas sûr que la clé que je vous envoie, c'est bien moi. Sauf que bon, voilà. Je vous le dis, hein, mon certificat à moi, si vous allez sur mon site, il est auto-signé, mais ma clé, c'est bien ma clé. Hein. Bref, donc avançons. Mais globalement, comment ça se passe? Donc on a 3 entités. Alice, Bob et les autorités de certification. Je me prends le premier niveau, la première interaction. Donc il y a Alice qui dit bah, bonjour Bob, je veux discuter avec toi en HTTPS. Alors lui il dit bah ok, voilà le certificat qui prouve que je suis bien celui que je prétends, et donc celui que tu recherches, et également bah, tu trouveras dessus ma clé publique. Donc il va envoyer ça à Alice. Alice elle va recevoir le petit certificat, elle va voir l'émetteur. Ah, émetteur, bah, c'est une autorité de certification XYZ. Et du coup, elle va aller voir l'autorité de certification. Elle me dit est-ce que tu m'attestes que c'est bien lui? Et elle lui transmet le certificat. L'autorité de certification, elle va regarder, elle va faire oui, c'est bien lui, je peux l'attester. Tu peux avoir confiance, c'est bien Bob. Et comme cela, Alice a pu récupérer la clé publique de Bob. Et elle est sûre que c'est bel et bien Bob qui l'a envoyé. Ça peut pas être quelqu'un au milieu, donc la technique de l'homme au milieu, ça peut pas être lui, parce que lui il ne sera pas certifié. Et en outre, ça évite également un autre problème qui s'appelle la répudiation. Donc en l'occurrence, ça fait ce qu'on appelle de la non-répudiation. En gros, Bob ne peut pas se dédouaner en disant non, non, moi j'ai jamais envoyé ça. Moi j'ai pas, non, non, moi j'ai jamais. C'est sa parole contre la sienne, c'est pas grave. Là, non, vous venez d'envoyer un certificat qui a attesté que c'est vous, et absolument vous, qui avez lancé le message. En tout cas, que c'est bien votre clé, c'est bien vous. Donc vous ne pouvez plus dire non, non, c'est pas moi. Vous ne pouvez plus vous répudier. C'est un peu plus sécurisé, et c'est ce qui est utilisé dans le SSL. Mais du coup, le problème c'est que, ok, c'est génial, j'ai une clé publique qui est envoyée de manière sécurisée, j'ai des clés privées, et oh, malheur, hein, putain, je suis trop con, je viens de mettre ma clé privée sur internet, on vient de me la voler. Vous savez, tout n'est plus sécurisé du coup, parce que bah, une fois que ma clé privée est diffusée, mon duo de clés il sert plus à rien. Hein. Il est totalement corrompu, il est protégé que Pouic. Du coup, il va bien falloir dire à Alice, non mais n'utilise plus cette clé publique, c'est fini. Ma clé privée, elle est partie. Du coup, en fait, maintenant, je ne peux plus garantir que cette clé publique correspond bien à ma clé privée que seul moi connaisse. Donc, en gros, l'organisme, il va dire que la clé publique, elle vient bien de moi, sauf que cette fois, je ne peux plus assurer que c'est moi. Simplement parce que ma clé privée a fuité. Alors, comment est-ce que je vais lui dire ça? Eh bien, il se trouve que les autorités de certification gèrent des certificats, ils ont plein de certificats, mais ils gèrent également quelque chose d'autre qui s'appelle une CRL, donc une Certification Revocation List, donc une liste de révocation de certificats. En gros, ça va servir à valider ou invalider un certificat. Parce que d'un côté, en fait, quand on va envoyer un certificat à une autorité de certification, elle va bien vérifier est-ce qu'on a fait le contrôle? C'est bien nous? Oui, on peut dire que c'est bien Bob? Oui, oui, on peut le dire. Ok. Mais elle va également regarder sur une sorte de blacklist, en fait, sur la liste, en fait, des certificats qui ont été annulés, révoqués, c'est le terme exact. Elle dit, ah,
bah Bob nous a signalé qu'il a perdu sa clé privée. Du coup, ça veut dire que le certificat, il vaut plus rien, là. On est d'accord? Ouais, ouais. Bon, bah, je suis désolé, Alice, on peut plus sécuriser. On peut plus certifier que c'est Bob. Et du coup, bah, là, le certificat va être nul. Ainsi, bah, vous savez que la connexion n'est plus sécurisée. Donc, en gros, quand vous perdez votre clé privée, bah, il faut tout de suite le signaler à l'autorité de certification pour bien lui dire, pour bien qu'elle marque sur son CRL, que vous révoquez. Il faut dire, ça y est, c'est fini, ce certificat, il n'existe plus, il n'est plus sûr. On en fait un nouveau. C'est grâce à ça que tout simplement, on peut assurer que les clés privées, les clés publiques qui sont envoyées via un certificat sont bel et bien celles de la personne qui prétend être celui que vous demandez. Par exemple, donc là ma diapo elle est finie, on va aller voir Facebook. Donc là vous êtes magnifiquement sur mon profil, je suis en HTTPS, et donc ici on peut voir un petit cadenas. Donc là c'est Facebook, identité validée, ça d'accord. Et ici je vais aller dans connexion, voilà, l'identité de ce site a été validée par Avast. Tiens. Donc Avast est une autorité de certification, certificat, blablabla. Donc là je vais mettre informations relatives au certificat. Je clique dessus, et là j'ai accès au certificat. Donc je vais aller dans les détails. Ici on peut retrouver les champs que je vous ai dit, donc le numéro de série, donc en fait l'identifiant, l'algorithme de signature, donc là on peut voir que j'ai utilisé ils ont utilisé du SHA-1, l'émetteur, en l'occurrence c'est Avast Webmail Shield Root, les durées de validité, donc ils l'ont fait en 1er janvier, le 28 août 2014, et c'est valable donc ici 1 an. L'objet, donc c'est-à-dire sur quoi ça fait référence, donc ici ça fait référence sur Facebook et ses sous-domaines. Donc la fameuse clé publique de Facebook, qui est une clé RSA 2048 bits. Et après il y a d'autres informations, évidemment moi je ne vous les ai pas toutes notées parce que... mais par exemple ici c'est ce qu'on vous disait là sur quel autre nom de l'objet, quel autre objet ça va porter, ça va porter sur facebook.com, mais également sur fbcdn, sur fb.com, et tout plein d'autres sous-domaines, copie de domaine, Messenger par exemple. Donc ça c'est tout simplement les domaines. Mais évidemment j'ai pas précisé tous les champs, on peut en mettre plein. Et normalement tout en bas, voilà, on a le fameux condensat, donc l'empreinte numérique, qui a été codé avec le SHA-1. Donc on a bien pu retrouver les différentes informations. Ensuite, après je peux m'amuser, là je vois que l'émetteur c'est Avast, après je peux aller sur Avast Webmail Shield Root, et après il va m'envoyer son propre certificat, après je vais pouvoir remonter, ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf qu'en réalité j'ai qu'à aller ici dans Général, et je vais mettre déclaration de l'émetteur, donc en gros l'émetteur, ici Avast Webmail Shield Root, est déclaré chez quelle grande autorité de certification. Donc je clique ici et on peut voir que ça m'ouvre une fenêtre et c'est en train d'ouvrir DigiCert. Donc en l'occurrence, voilà, Facebook est référent à son certificat chez Avast, qui l'a lui-même chez un autre, qui l'a lui-même certifié chez un autre, qui est lui-même certifié chez un autre, il peut y en avoir plein. Tout comme il peut y en avoir qu'un, ça se trouve c'est Avast qui est directement lié au plus grand, qui est ici en l'occurrence l'autorité de certification racine, qui est DigiCert. Et d'ailleurs techniquement, hop, identifier, je vais regarder les informations relatives, et ça a été le certificat délivré par DigiCert, il a été envoyé par qui? Par DigiCert. On peut voir qu'ici c'est auto-signé. Mais que ça ne m'a pas donné d'erreur. Pourquoi? Parce que lui, c'est une autorité de certification racine. Alors que moi, comme je vous le disais, on va aller sur https mon site, donc yann.fr. Et oh là là, malheur, votre connexion n'est pas privée, il se peut que des pirates soient en train de machiner des informations, on va vous voler, regardez, l'erreur c'est net, erreur certificat, autorité invalide. Bah oui, de toute façon, j'en ai tout simplement pas mis. Et du coup, est-ce que vous voulez continuer sur le site? Attention, c'est dangereux, vous vous rendez compte? Il peut y avoir des images
des vidéos, enfin bref, mon site quoi en fait. Et voilà, bon, on retrouve mon site. Il n'y a pas plus de mystère que ça. Il n'y a pas plus de danger non plus. Mais voilà, en fait, en faisant ça, même si effectivement il me met des erreurs entre temps, en fait, les trames que j'envoie, ce sont des trames HTTPS. Hein. C'est crypté. Le seul problème, bah, c'est que c'est auto-signé, quoi. C'est pas sûr. Bref, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez compris ce qu'est un certificat, pourquoi est-ce qu'on les a créés, tout simplement, quel était le besoin, pourquoi est-ce qu'on les, quel danger on a voulu parer en faisant les certificats. Et j'espère que bah, du coup, votre compréhension lorsque vous allez sur des sites en HTTPS et que vous utilisez donc du SSL, enfin, ce qu'on appelle maintenant du TLS, j'espère que vous compreniez et que vous apprenez un peu mieux ce qui est en jeu derrière. Donc moi je vais arrêter cette vidéo où je pense que je me suis pas mal répété, je crois que je me fais vieux, hein, je radote. Mais voilà, faites-moi savoir si ça vous a plu. Et je pense que globalement, la prochaine vidéo, ça sera une grande vidéo conclusion. On va voir ces différentes notions et qu'est-ce qui est utilisé pour le SSL. En gros, comment ça agence tout le schmilblick. Parce que globalement, il n'y a pas d'autres grandes notions qui sont à voir pour le SSL. Et après, on en aura fini avec cette petite série. Et on reprendra les comprendre comment marche Internet dont vous avez l'habitude. Donc, à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.